Les dessous du New Deal. John Maynard Keynes dans Les conséquences économiques de la paix. Lénine avait certainement raison. Il n'y a pas de moyen plus subtil et plus sûr de bouleverser les bases actuelles de la société que de corrompre la circulation monétaire. Le procédé range toutes les forces cachées des lois économiques du côté de la destruction, et cela d'une façon que pas un homme sur 1 million ne peut prévoir. Keynes avait pour habitude de dire que l'or était une relique barbare. Ce point de vue, largement partagé, l'est également en Chine, où il est minutieusement étudié. On peut néanmoins se poser la question sur ce que Keynes avait vraiment derrière la tête pour se mettre à dénigrer l'or de cette manière. S'il s'opposait fermement à l'inflation, comment a-t-il pu devenir l'ennemi juré de ce métal précieux entre tous ? De son côté, Alan Greenspan, à 40 ans, était toujours un défenseur inébranlable de l'étalon or. Il ne commença à esquiver le sujet qu'après avoir été nommé président de la Réserve fédérale. Alors qu'en 2002, il admettait toujours que, ouvrez les guillemets, l'or est le moyen de paiement ultime, fermez les guillemets, c'est en simple spectateur qu'il assista aux manœuvres des banquiers centraux pour réprimer le prix de l'or dans les années 1990. Pourquoi un tel rejet de l'or de la part des banquiers et des théoriciens à leur solde ? Et pourquoi la théorie de la monnaie bon marché de Keynes fut-elle favorisée ? Durant les 5000 dernières années de l'humanité, quel que soit le pays, l'époque, la religion ou l'ethnie, l'or a été universellement reconnu comme la forme ultime de richesse. Cette conscience profondément enracinée ne peut être abolie par des petites phrases comme « l'or est une relique barbare », que ce soit Keynes ou n'importe qui d'autre qui les prononce. Lorsque le peuple est pessimiste sur les politiques gouvernementales et la situation économique, il peut choisir d'échanger ses billets contre de l'or et attendre que la situation s'améliore. La liberté de convertir ses billets de banque en or est la pierre angulaire la plus élémentaire de la liberté économique. C'est la base de la démocratie et de toutes les formes de liberté. Quand le gouvernement prive les gens du pouvoir de changer leurs billets contre de l'or, il les prive de leur droit le plus élémentaire. Les banquiers sont très clairs à ce sujet. L'or n'est pas un métal précieux ordinaire. Tout au contraire, c'est probablement le sujet économique le plus sensible. L'histoire humaine a profondément souffert de ce métal politique. Quiconque ne gérait pas correctement la question de l'or provoquait des tourmentes financières dans le monde. Dans des conditions normales, l'abolition de l'étalon or ne peut conduire qu'à des troubles sociaux, voire à une révolution. Les gens n'acceptent de renoncer temporairement à leurs droits que dans des cas extrêmes, ce qui explique pourquoi les banquiers ont besoin de ces crises graves. Sous la menace d'une crise et d'une récession, les gens sont plus enclins au compromis, l'unité est plus susceptible d'être brisée, l'opinion publique est plus aisément induite en erreur, la focalisation du regard social se disperse et la stratégie des banquiers a plus de chances d'être couronnée de succès. De ce fait, la crise a été utilisée à plusieurs reprises dans l'histoire par les banquiers comme une arme redoutable contre le gouvernement et le peuple. La crise économique qui débuta en 1929 fut pilotée par les banquiers et selon leurs propres règles. Elle préparait le terrain à la finalisation de leur grand projet d'abolition de l'étalon or, difficile à obtenir dans des circonstances normales, et ouvrait la voie au financement et à l'accomplissement de la Seconde Guerre mondiale 10 ans plus tard. L'argent bon marché de Keynes. John Maynard Keynes connaissait déjà le potentiel destructeur de l'inflation quand il participa pour la Commission britannique à la conférence de paix devant aboutir, en 1919, au traité de Versailles. Dans les conséquences économiques de la paix, ouvrage paru la même année et qui le rendit immédiatement célèbre, il prévoyait une future hyperinflation extrêmement destructrice en Allemagne comme une conséquence principale des conditions imposées à ce pays par les vainqueurs. À partir de 1923, les faits ont magistralement vérifié ces propos. Alan Greenspan, dans L'or et la liberté économique, était sensiblement du même avis. En l'absence d'étalon or, il n'existe aucun moyen de protéger l'épargne contre la confiscation à travers l'inflation. Il n'y a aucune réserve de valeur sûre. Voilà le secret éculé des diatribes des partisans de l'État-providence contre l'or. Le déficit budgétaire n'est rien d'autre qu'une combine pour confisquer la richesse.
l'or se dresse sur le chemin de ce processus insidieux. Il se dresse comme protecteur du droit à la propriété. Si l'on saisit cela, on n'a aucune peine à comprendre l'hostilité des étatistes envers l'étalon or. Greenspan le disait lui-même, l'étalon or agit comme un frein puissant contre les dynamiques inflationnistes. En cohérence avec leur point de vue théorique, Keynes et Greenspan auraient dû être de fervents défenseurs de l'étalon or. Alors pourquoi le premier l'a-t-il rabaissé à une relique barbare et le second, après son ascension, a-t-il cessé de rappeler le statut de l'or comme monnaie d'échange? Pour Greenspan, on peut considérer que son silence relevait simplement de l'autocensure carriériste. Quand il est tombé dans les bras de la banque JP Morgan et qu'il est devenu membre de son conseil d'administration, ainsi que d'autres banques de Wall Street, il a commencé à comprendre que le monde de la finance possédait ses propres règles. Et quand les projecteurs se sont braqués sur lui, il était probablement le seul à comprendre que la Fed monopolisait le véritable pouvoir décisionnel. En 2002, lors d'une audition au Congrès conduite par le député Ron Paul, Greenspan affirma qu'il n'avait pas trahi son point de vue depuis 1966, qu'il pensait que l'or était toujours le moyen de paiement ultime et que la Fed ne reproduisait qu'une simulation du système de l'étalon or. Les origines complexes de Keynes. La situation de Keynes était différente de celle de Greenspan. Le célèbre économiste et théoricien politique américain Murray Rothbard a donné une description approfondie des traits de la personnalité de Keynes. Selon lui, Keynes était extrêmement égocentrique, dédaigneux envers l'élite dirigeante anglaise qu'il estimait surclassée et méprisant envers la morale sociale, ce qui eut un impact direct sur son système de pensée. La société secrète des Cambridge Apostes eut une grande influence sur lui. Dans les universités anglo-saxonnes américaines et européennes, les fraternités d'étudiants ne sont pas simplement, comme on pourrait le croire, des associations festives et culturelles. Ces organisations ésotériques se fixent des missions quasi religieuses et certaines existent depuis plus d'un siècle. Leur noyau est composé de membres élitistes qui conservent entre eux d'étroites relations à vie et constituent ainsi des groupes d'intérêt indestructibles noyautant les classes dirigeantes occidentales. Les apôtres de Cambridge sont formés de 12 des meilleurs élèves issus des Trinity College et du King's College. Ces personnes sont non seulement très intelligentes, mais également éminentes, car elles seront appelées à faire partie des classes dirigeantes britanniques. Ils se réunissent secrètement tous les samedis et discutent de philosophie, de beaux-arts, de politique, de commerce. Ils ont des règles et des interdictions strictes, méprisent la morale ordinaire de la société, pensent non seulement être dotés des cerveaux les plus brillants du monde, mais aussi qu'ils sont nés pour le gouverner. Ils s'inculquent mutuellement cette croyance. Voici ce que Keynes écrivait à l'un de ses frères. Est-ce de la monomanie, cette supériorité morale colossale que nous ressentons? J'ai le sentiment que la plupart des autres, entrecrochés du monde extérieur aux apôtres, ne voient jamais rien du tout. Ils sont trop stupides ou trop pervers. Dans le cercle de Cambridge, aux côtés de Keynes et du célèbre philosophe Bertrand Russell, on comptait également le baron Rothschild et d'autres géants de la finance. Après avoir quitté l'université, tous ceux qui avaient participé aux réunions secrètes des apôtres de Cambridge étaient appelés, entre guillemets, les anges, et participaient activement à la sélection des nouveaux apôtres et autres activités. Plus jeune de quelques années que Keynes, Victor Rothschild représentait la troisième génération des héritiers au titre de baron de Rothschild et il était surtout le petit-fils de celui qui avait confisqué le pouvoir d'émission de la monnaie de tout l'Empire britannique, à savoir Nathan Rothschild. Victor et Keynes étaient des défenseurs actifs du Council on Foreign Relations, entre parenthèses CFR, et du Royal Institute of International Affairs, RIAA. Ces deux organisations pouvaient être décrites comme l'école du parti centriste. Des politiciens américains et européens qui fournissaient un grand nombre des cadres depuis un siècle aux groupes qui se partageaient le pouvoir, Victor Rothschild travailla pendant quelques années chez JP Morgan, suivant la tradition familiale, et il connaissait très bien le monde de Wall Street. Il siégeait également au conseil d'administration de la Royal Dutch Shell aux Pays-Bas.
En outre, il a exercé de hautes responsabilités dans les services du renseignement intérieur britannique, au MI5, et fait fonction de conseiller à la sécurité du Premier ministre Margaret Thatcher. Son oncle, le baron Edmond de Rothschild, était connu comme le père d'Israël. Grâce à l'introduction et au soutien de Victor, ainsi qu'à son acuité personnelle, Keynes flaira rapidement que les théories de l'inflation de la dette et de la monnaie bon marché montraient la direction que les banquiers recherchaient avec persévérance. Keynes était rarement mal à l'aise dans ses petits mensonges politiques car il ne se sentait pas concerné par le code éthique des gens ordinaires. Il inventait régulièrement des informations pour confirmer sa philosophie économique, comme le souligne Murray Rothbard. Les principes ne pouvaient que restreindre sa capacité à saisir les occasions au moment opportun et entraver son désir de pouvoir. Il était donc prêt à abandonner ses croyances et à changer d'avis comme de chemise en fonction des circonstances. Keynes comprit vite que si un économiste voulait que sa doctrine devienne une école de pensée, il lui fallait obtenir des soutiens. Il devait donc réunir des gourous de la finance et de la politique, non seulement derrière lui pour le financer, mais aussi sur le devant de la scène pour l'applaudir. En un mot, il fallait que des personnalités influentes le soutiennent. Après avoir repéré dans quel sens soufflait le vent de l'histoire, il déploya son vrai talent, son éloquence et sa force de conviction. Avec d'anciens économistes prestigieux comme Adam Smith, Ricardo et Marshall, l'université de Cambridge pouvait prétendre être le berceau mondial de la théorie économique. Keynes se trouvait dans une position très favorable pour devenir le successeur de Marshall. En 1936 fut publiée son œuvre majeure, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Les banquiers eurent tout de suite le coup de foudre pour cet économiste qui analysait leurs pensées avec autant de subtilité. Keynes était convaincu que sa réflexion sur la monnaie bon marché obtiendrait un grand succès auprès des banquiers et des politiciens. Il commença par opposer deux camps antagonistes, celui de la théorie économique moderne, qu'il représentait, et celui de la théorie traditionnelle. Puis il alla un peu plus loin en affirmant que sa Bible, économique incompréhensible, ne pouvait être comprise que par des jeunes économistes de moins de 30 ans. Cette affirmation fut immédiatement saluée par les jeunes économistes et Paul Samuelson, fou de joie de ne pas encore avoir 30 ans, se confia dans une lettre à un ami. C'est vraiment bien la jeunesse. Mais ce Samuelson admit également que la théorie générale de l'emploi était, ouvrez les guillemets, un livre mal écrit, mal organisé, et il abonde d'âneries et de confusion. Fermez les guillemets. Les chercheurs américains s'accordent généralement à penser que si ce livre avait été écrit au fin fond du Middle West, il aurait eu des difficultés à être publié et encore plus à entrer dans l'histoire. Le président Hoover, un reflet vide dans le miroir. L'élection présidentielle coïncida avec la récession économique, à savoir 13 millions de sans-emploi et un taux de chômage de 25%, donnant des sueurs froides au président sortant Herbert Hoover. Celui-ci ne répliqua pas vraiment à son adversaire, Franklin Delano Roosevelt, le candidat du Parti démocrate, lorsque ce dernier se mit à fustiger tout son bilan économique depuis 1928, ainsi que sa trop grande proximité avec Wall Street. Toutefois, il exposa ses pensées dans un mémorandum. Quand j'ai répondu à la déclaration de Roosevelt, qui avait dit que j'étais responsable de la marée spéculative, je me suis demandé maintes et maintes fois si je devais lever le voile sur la Fed, qui avait mis intentionnellement en œuvre une politique inflationniste entre 1925 et 1928, sous l'influence de puissances économiques européennes. À l'époque, je m'étais opposé à une telle politique. Le président Hoover était en effet accusé à tort. Bien qu'il fût le président des États-Unis d'Amérique, il n'avait que peu d'influence sur la politique économique et monétaire. Si la Réserve fédérale, qui se trouvait entre des mains privées, ne coopérait pas, toute intention politique n'était que fumée. Le gouvernement ne disposant pas du pouvoir de battre monnaie, en fait, Hoover tomba même en disgrâce à Wall Street car il s'écarta des décisions prises par les banquiers sur les réparations de guerre imposées à l'Allemagne. À l'origine, le plan Young, piloté par Morgan en 1929, visait à réduire le calendrier des réparations et à convertir la dette allemande en obligations négociables émises par Wall Street. Il fallait tirer le maximum de profit de la vente de ces obligations. En mai 1931, donc peu de temps après la mise en œuvre de ce plan,
Hoover fut rattrapé de façon imprévue par la crise financière en Allemagne et en Autriche. Les opérations de ce sauvetage menées par la banque Rothschild et la Banque d'Angleterre ne parvinrent pas à freiner la propagation de la crise. Morgan et les autres financiers de Wall Street n'acceptèrent pas de voir le plan de Young mourir à mi-chemin et l'associé de Morgan, Thomas Lamont, appela immédiatement le président Hoover, le pressant de faire en sorte que le gouvernement américain accepte d'accorder un répit à l'Allemagne sur les réparations de guerre et d'attendre que la crise se calme pour qu'elle puisse reprendre ses paiements. Lamont l'avertit également que le système financier européen était en cours d'effondrement et que cela exacerberait la récession aux États-Unis. Le président Hoover avait déjà promis depuis longtemps au gouvernement français que tout ce qui impliquait les réparations de guerre allemandes devrait d'abord passer par l'approbation des Français. Il était inconcevable qu'un homme dans la position de Hoover trahisse sa parole. Il répondit sèchement au banquier. « J'y songerai, mais d'un point de vue politique, cette affaire n'est pas très réaliste. En restant à New York comme vous le faites, vous n'avez aucune idée des sentiments du pays dans son ensemble vis-à-vis de ses dettes intergouvernementales. » Sur ce, Thomas Lamont répliqua sans ménagement. « Ces derniers temps, on entend beaucoup de rumeurs à propos d'une mise à l'écart de votre administration lors de la Convention républicaine de 1932. Mais si vous vous conformez à nos plans, ces rumeurs disparaîtront du jour au lendemain. » Après ces menaces, Lamont fit savoir à Hoover que si les choses se passaient comme le demandait Wall Street, on ferait en sorte que le mérite ne soit attribué qu'au président. Hoover réfléchit pendant un mois puis s'inclina. En juillet 1932, Lamont fut de nouveau envoyé à la Maison-Blanche pour dire au président qu'il devait encore une fois reconsidérer l'affaire des réparations allemandes. Cette fois-ci, Hoover trouva cela intolérable et se mit à rugir de ressentiment et de frustration. Lamont se trompe sur tout. S'il y a une chose que le peuple américain déteste et qu'il n'acceptera pas, c'est bien ce genre de coalition contre lui. Lamont ne comprend rien à la colère qui balaie le pays. Les banquiers souhaiteraient que nous devenions les complices de leur gang. Peut-être sont-ils déjà parvenus à un accord avec les Allemands, mais c'est la pire façon d'y arriver. Cette fois-ci, Hoover refusa de se plier aux exigences de Wall Street et la France toucha des arriérés. L'irritation des banquiers contre lui augmenta encore quand Hoover décida de poursuivre en justice une série de scandales financiers sur le marché boursier. Exaspéré par un taux de chômage sans précédent et diverses faillites et banqueroutes provoquées dans le pays par les marchés boursiers, de nombreuses forces se rassemblèrent dans un climat général de révolte contre le diktat de Wall Street. Le président Hoover comptait sur le soutien de l'opinion publique et la division des milieux financiers pour porter son attaque encore plus loin. Il s'en prit à la bourse de New York en disant qu'elle était un casino pour les traders, que le marché spéculait à la baisse avec des ventes à découvert pour faire baisser artificiellement les cours et empêcher de restaurer la confiance. Il avertit Richard Whitney, le président de la bourse de New York, que si on ne limitait pas les comportements spéculatifs baissiers, il ferait ouvrir une enquête par le Congrès et initierait une réglementation boursière. À cette demande, Wall Street répondit tout simplement « ridicule !» Prêt à se battre jusqu'au bout, le président Hoover ordonna à la commission bancaire et monétaire du Sénat de démarrer une enquête sur le comportement du marché et les ventes à découvert. Wall Street, en colère, envoya immédiatement Thomas Lamont à la Maison-Blanche pour déjeuner avec le président et le secrétaire d'État afin d'interrompre les mesures d'enquête. Wall Street, en colère, envoya immédiatement Thomas Lamont à la Maison-Blanche pour déjeuner avec le président et le secrétaire d'État afin d'interrompre les mesures d'enquête. Le président resta impassible. Après que les enquêtes se furent prolongées jusqu'à la fin des années 1920, les scandales qui éclaboussaient Morgan, Goldman et Sachs et d'autres furent révélés au monde. Lorsque la relation entre le crash boursier et la Grande Dépression fut clairement établie, la vindicte populaire redoubla contre Wall Street et se déversa aussi en partie sur Hoover. Mais au final, c'est bien la carrière personnelle de Hoover qui fut ruinée. Le lobby bancaire, dans sa rage vengeresse, en avait fait un bouc émissaire pour se protéger. Celui qui le remplaça fut le grand président du XXe siècle, Franklin Delano Roosevelt.